Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus pour cette nouvelle masterclass Croissance pour tous, où je serai accompagné aujourd'hui de mon compagnon de toujours, De Olivier. voyage. Mon compagnon de voyage, Olivier, qui est là, donc mon comparse dans tout le programme Croissance pour tous. Donc bonjour Olivier. Et puis Salut tout le monde. notre expert du jour, qui est Jean D'Alessandro, qui nous avait déjà fait le plaisir et l'honneur d'intervenir dans une des masterclass de début d'année consacrée déjà au référencement naturel, et qui revient aujourd'hui pour nous parler d'un autre aspect du référencement naturel, et il va nous expliquer tous les conseils, trucs et astuces pour arriver à truster la position zéro dans Google, qui est finalement le Graal absolu pour une entreprise qui cherche à attirer et à générer du trafic naturel vers son site. Voilà. Alors, pendant que les participants continuent à se connecter et à nous rejoindre, j'en profite pour vous rappeler deux, trois choses. La première, c'est que les masterclass auxquelles vous participez aujourd'hui et tous les mardis, elles s'intègrent dans un programme de formation et de coaching en ligne qui s'appelle Croissance pour tous, et qui a pour but d'aider tous les entrepreneurs à développer leur activité de façon la plus simple et la plus rapide possible. Que si ça vous intéresse, n'hésitez pas à prendre contact soit avec Olivier, soit avec moi, et on pourra vous donner tous les détails par rapport à ça. Si vous avez raté certaines masterclass et que vous en mordez les doigts parce que vous rendez compte que vous êtes passé à côté de petites pépites qui auraient vraiment été utiles pour vous permettre de faire progresser votre business, eh bien, sachez que toutes les masterclass sont accessibles en replay sur la chaîne YouTube Croissance pour tous. Donc surtout, allez sur la chaîne YouTube, abonnez-vous, comme ça vous serez notifié des nouvelles mises à jour. Et puis, c'est open bar, donc consommez, consommez. Et puis, si ça vous plaît, surtout n'oubliez pas de liker, commenter, partager. Je vois Olivier qui s'amuse, mais oui, il faut faire un peu de promo quand même malgré tout. Voilà, donc ça c'était pour gagner quelques secondes, le temps de permettre à tout le monde de se connecter. Je salue aussi tous ceux qui nous suivent sur les différentes plateformes sociales, puisqu'on est en streaming sur nos profils respectifs à Olivier, à Jean et à moi, et sur la chaîne, les profils de la chaîne Croissance pour tous, que ce soit sur LinkedIn, sur YouTube, sur Facebook, sur Insta. Donc merci à vous de nous suivre aussi via les lives et les streams, et n'hésitez pas à interagir, à poser vos questions. On va essayer de les relayer toutes à Jean pour que vous puissiez avoir une réponse à absolument toutes les questions que vous aurez à nous poser. Voilà, ça c'était pour la petite introduction. Il est 17h03, je propose de rentrer dans le vif du sujet, et je vais te passer la main et la parole, Jean. Voilà, peux-tu te présenter pour commencer? Bonjour, bonjour à tous et à toutes. Merci Olivier et merci Laurent de m'accueillir une nouvelle fois dans ce masterclass. Et effectivement, aujourd'hui, on va parler de quelque chose qui est quand même très souvent recherché, voire de plus en plus souvent recherché, c'est cette fameuse position zéro sur Google. Donc, c'est le gros pavé dans lequel il y a un peu plus de texte que la simple petite annonce, title, description, qui se trouve tout en haut des résultats. C'est assez compliqué de l'atteindre, tout simplement parce qu'il y a énormément de concurrence, mais il y a des astuces qui peuvent réellement favoriser le positionnement dans cette place. Donc, ce qu'on va faire, on va expliquer les bases, revoir une fois toutes les bases de comment on peut y arriver, et après, je répondrai aux questions de tes invités. Oui, alors par rapport. Tu as prévu, Jean, j'imagine, de nous montrer concrètement ce que c'est que la position zéro, parce que je Oui, suis pas convaincu que ce soit évident pour tout le monde. oui, mais j'ai des exemples. J'ai pour habitude, tout ce que je dis, je dois le prouver. Donc, il y en a beaucoup qui sont champions du monde, mais ils ne sont jamais sortis de chez eux. Donc, C'est ça. Les quand Américains, je chez dis WC, ils disent data is proof. Donc tout ce qui est exactement, digital, il faut le prouver. Exactement. Ça, oui, j'adhère. ça va. Donc, j'espère ne pas avoir de problème Internet et informatique parce qu'aujourd'hui, c'est la cata sur toute la journée. Donc, j'espère que maintenant, ça va aller. Je vais partager mon écran et on verra ça de manière un peu plus précise. Ça fonctionne, Jean. Voilà, donc Je vois cool. ton écran. Quelque chose qui fonctionne, c'est bien. Je vais masquer ceci. Voilà, donc le but de cette petite séance d'information, c'est de vous expliquer évidemment comment atteindre la position zéro. Et ici, nous allons démarrer par une petite présentation. Moi, je suis expert SEO, c'est un mot que je n'aime pas trop. Je suis tombé un peu dans la marmite il y a un peu plus de 20 ans. J'ai toujours 20 ans, bientôt il y en aura 25. Je suis administrateur d'une agence web avec ma compagne.
et on aide des entreprises, petites, moyennes, grandes, de plus en plus des petites et des moyennes, à se démarquer sur la toile. Ici, ce que l'on va apprendre serait comment atteindre la position. Alors, la position 0, c'est ce fameux gros paquet de texte qui se met en général dans les premiers résultats, avant les annonces, avant les images, avant certaines présentations. Les bases pour y arriver, ça va être aussi d'optimiser son contenu. Et là, on voit de nouveau une position 0 sur optimisation de contenu. Donc, ça va être d'optimiser son contenu. Ça va être d'utiliser les techniques de Google qu'il met à notre disposition pour améliorer notre ex. Et ça va aussi être dans le cadre du développement de sa notoriété. Alors, comme je le disais juste avant, moi, j'aime bien prouver ce que je dis. Donc, si on va dans Google et qu'on recherche comment atteindre la position 0, maintenant, la notoriété, ça fait de quelques mois que je ne l'ai plus vérifié. Je viens de passer en numéro 1 et non plus en position 0, c'est dommage. Par contre, nos amis Laurent et Olivier, eux, sont toujours très, très bien placés. Même chose pour optimisation de contenu. MailChimp, c'est un peu compliqué à les battre. Je suis quand même ici. Comment utiliser Google, je suis quand même juste après 01.net, ce qui reste quand même plus que raisonnable. Donc, quoi que je dise, quoi que je fasse, dans tous les cas, j'aime bien prouver ce que je raconte. Alors, comment... Prouver l'efficacité. Et ça, c'est très bien. Et donc, ça veut dire que tes recettes fonctionnent et on est impatient de les découvrir et puis surtout de les appliquer dans les prochains jours. Oui. Alors, ce que j'aimerais bien recadrer, recentrer, en fait, c'est la différence entre un site web et un joueur de foot. Alors, je prends souvent cette image dans mes conférences, tout simplement parce que certains me disent, oui, j'ai acheté un site et le vendeur m'a garanti que je serais référencé. Mais référencé, c'est un peu comme un joueur de foot. J'achète ma licence, je suis footballeur. Si c'est comme moi, je peux vous dire que je suis extrêmement mauvais, au détriment de mon fils. Il aurait bien aimé que je sache un peu jouer. Mais je suis membre de la fédération. Mais dans un site web, c'est pareil. Dès que je suis référencé, je suis indexé dans une longue liste de plusieurs milliards de pages. Par contre, si je suis optimisé, si on m'entraîne à courir, à dribbler, à shotter, à faire semblant d'avoir mal, enfin bref, tout ce qu'un joueur professionnel fait, je vais augmenter. Je vais peut-être passer en 4e division, en 3e division, en 2e division, etc. Ensuite, on va parler de stratégie. Ce sont les formations telles que vous les donnez au sein de votre programme masterclass. C'est d'apprendre toutes les techniques efficaces, les techniques qui fonctionnent pour faire de bonnes passes, pour avoir une stratégie de jeu, pour savoir comment défendre. Et là, on va encore gagner en positionnement. Et pour le positionnement complet, la reconnaissance, là, il faudra participer à des tournois, à des interclubs, à des concours, de telle manière que Google, puisque ce sera lui le sélectionneur national dans le cadre d'un site web, il vous trouve dans des forums, dans des blogs, dans des annuaires, dans des sites spécialisés. C'est ce qu'on appelle les backlinks, c'est ce qu'on appelle la notoriété web. Un sélectionneur national ne va pas vous prendre si on ne vous a jamais, si on n'a jamais entendu parler de vous dans un club, dans un tournoi. On doit attirer son attention. Eh bien ici, c'est la même chose pour le site Internet. Et à savoir que chaque entreprise a sa chance sur Google. On a des petits indépendants que nous avons accompagnés et malgré des très très gros devant eux, ils ont quand même réussi à se positionner. Donc techniquement, c'est faisable. De la même manière, si on devait faire une assimilation entre un site web et une voiture, de nouveau, ça va être la stratégie, la technologie. Là, c'est les fonctions de la voiture, la fabrication, le design côté site et le design de la voiture, ce sont deux choses qui vont être marquantes. Ce qui va faire la différence pour votre visibilité, c'est le sitemap XML, c'est le mode d'emploi pour indiquer au moteur de recherche comment on peut vous trouver, quelles sont vos pages, quelles sont vos actualités, quelles sont vos vidéos, quelles sont vos images, etc. L'ergonomie, alors ça joue beaucoup, c'est dans le confort intérieur de votre voiture. L'ergonomie, c'est comment les gens se déplacent sur le site, combien de pages ils vont voir, combien de temps ils vont rester sur le site. Ce sont des critères qui vont envoyer des signaux à Google, principalement, puisque c'est Google comme le numéro 1 en Europe, pour dire le site est bien fait, les gens se promènent facilement, ils restent longtemps parce qu'ils y trouvent exactement ce qu'ils cherchaient. Et ce qu'ils cherchent, ça va être le contenu, des textes bien rédigés, des images de qualité, etc. Ça, c'est la qualité des matériaux. Pour le carburant,
je rejoins à chaque fois, pensez à la rédaction fréquente de texte. Il ne faut pas laisser mourir votre site, parce que si vous ne faites rien, vos concurrents, eux, vont rédiger. Pour chaque texte, pensez, une page est égale à un message. Il faut pour chaque message, pour chaque page, un titre, quelques sous-titres, voire des sous-sous-titres, et si besoin, des sous-sous-titres. Donc là, c'est le niveau hiérarchique. Donc, très souvent, on s'aperçoit que des sites, le titre H1, donc le titre de la page, c'est Bienvenue sur mon site. Il n'y a pas de mots-clés là-dedans. Ou à propos, ou nos services. Hors contexte, ça ne veut rien dire. Il faut penser également aux balises méta. La balise title, la balise méta description, c'est ce qui est affiché dans Google quand on formule une requête. Les annonces qui sont affichées dans Google, donc juste avant le clic, c'est la balise title qui est en bleu, 65 caractères maximum, et la méta description qui fait 155 caractères et qui va être une phrase incitative au clic pour aller plus loin et visiter votre site. Si vous faites des phrases où vous donnez déjà toute la réponse, il risque de ne pas aller voir votre site. Dans les choses importantes, ça va être le texte. Identifier un mot-clé axial, on va revenir dedans tout à l'heure. Identifier des synonymes, des déclinaisons, des paragraphes qui vont faire véhiculer une idée, une image, et donc un message qui rejoindra les attentes, les intentions de recherche de l'internaute. D'autres petits points importants, c'est les mises en avant, en gras, en italique et en surligné. Et autre point qui est sous-estimé, voire sous-exploité, ce sont les liens. Alors les liens internes, ce sont les liens qui sont placés sur des mots ou des locutions de mots dans un texte, donc pas dans le menu, mais dans un texte, et qui pointent vers une autre page de votre site Internet. Ça, c'est ce qu'on appelle les liens internes. Les liens externes, ce sont les mêmes liens placés sur des textes, mais qui renvoient vers des sites de référence. Alors, pendant tout un temps, certains référenceurs disaient, il ne faut surtout pas faire des liens externes, tu vas perdre ton link juice, donc le jus de lien Google, et donc tu vas perdre ton référencement. Ce n'est pas du tout le cas, puisque quand vous faites des liens vers des sites externes de notoriété, Google va dire, tiens, tu oses donner la parole à d'autres, tu montres des sites en exemple, c'est que tu n'as pas peur, donc c'est que tu es bon. Et tu donnes de vraies recommandations aux gens. Donc là, il faut vraiment l'utiliser sans pour autant en abuser. Il ne faut pas faire des liens uniquement externes, évidemment. J'ai une question, Jean, pour être sûr que je comprenne bien et que tout le monde comprenne bien. Quand tu parles d'un seul message, je peux remplacer le message par un mot-clé? C'est ça. Donc, en fait, chaque page doit véhiculer un message. Imaginons création de site. Il ne faut pas avoir 50 pages qui parlent de création de site. Tu peux avoir une page qui parle de création de site, mais une deuxième qui va parler de création de site vitrine, où là, on sera plus précis. Ou création de site catalogue, qui sera encore précis. Mais il ne faut pas que dans ton message, dans ta page, tu aies création de site, référencement, formation, rédaction web, et tout dans une seule page. C'est une des raisons pour lesquelles les sites one page, en grosse généralité, ne fonctionnent pas au niveau SEO. Parce que tout le message est contenu dans une seule unique page. Donc tous les mots s'entrechoquent et si tout le monde est premier, personne n'est premier. Ok, merci. Alors définir les mots-clés axiaux. Moi j'utilise beaucoup SEO Ranking. C'est un outil qui permet de voir sur base d'une requête tous les mots-clés qui sont utilisés par les internautes. Alors ici, j'avais pris un exemple, c'était pour une autre conférence sur la création de site, mais pour image, ce sera plus facile. Imaginons un imprimeur. Son mot-clé va être peut-être le mot imprimeur, mais dans la tête des gens, ils vont peut-être rechercher imprimerie, impression, print, offset, tous les mots qui sont liés à son secteur d'activité. Tous ces mots peuvent aussi venir s'ajouter dans les mots-clés qui peuvent convertir les internautes en prospects, voire en clients. Donc là, il faudra les exploiter à un moment donné dans le site, dans des pages très spécifiques. Quand on va préparer le site, donc là, c'est vraiment la stratégie avant même que l'on commence à développer le site, on prépare le SEO. Et dans ce cas-là, ici, c'est un exemple pour un menuisier qu'on a fait il y a quelques années, on a défini des thématiques mères, mobilier sur mesure, fabrication d'escaliers, fabrication de portes. On a défini des pages enfants
menuiserie artisanale, ébénisterie, cuisine équipée, etc. Et là-dedans, on a encore fait des pages plus profondes qui étaient cuisine en L, cuisine en U, cuisine américaine. Donc là, on va créer une arborescence qui va prendre peut-être 50 pages, 100 pages, 200 pages, 300 pages, qui va permettre de créer ce qu'on appelle des cocons sémantiques, donc des idées qui vont toutes se rassembler vers une idée commune. Donc ça peut être l'idée commune dans le type de cuisine, mais si on remonte, ça va dans toutes les cuisines équipées qui elles-mêmes vont remonter pour mobilier sur mesure. L'idée, c'est que les pages profondes associées poussent cette page-ci et que les pages de ce niveau-là poussent cette page-là qui elle-même, associée à celle-là, pousse le mot menuiserie. Donc là, on va parler de cocon sémantique et de rédaction d'une manière éditoriale globale. Mais concrètement, genre, par exemple, sur l'exemple que tu donnes, parce que j'accompagne moi personnellement aussi beaucoup d'entrepreneurs, de solopreneurs ou d'entrepreneurs de TPE, quand tu parles de 100, 200, 300 pages, ça peut faire peur. On n'est pas obligé d'avoir autant de pages pour Non, performer au niveau SEO, rassure-moi. non, 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 non. Non, Ouais, on a un petit client qui tout récemment on lui a fait un site. Je crois que quand on l'a mis en ligne, il y avait 5 pages. Il doit avoir maintenant 25 pages. Et je ne pense pas qu'il en fera plus. Parce que ouais, dans son cas, il est dans un secteur de niche, dans le domaine des navettes aéroports. Il n'a absolument pas besoin de plus de pages. ouais. Après, si certaines requêtes sont vraiment très pointues avec beaucoup, beaucoup de concurrence, il sera obligé d'augmenter. Et là, je partirais plutôt vers de la notoriété, donc vers des backlinks, on verra ça tout à l'heure. Donc, augmenter en notoriété pour se positionner sur des mots-clés précis. Parce que le cocon sémantique marche bien, mais si on n'a pas la notoriété, comme je disais tout à l'heure avec les joueurs de foot qui vont jouer dans des concours, etc., si on n'a pas une présence dans d'autres sites, on peut avoir le meilleur site avec le meilleur texte et le plus grand nombre de pages. Sans notoriété, on n'arrivera pas à se positionner. Ouais, je pense que c'est important de le préciser parce que ça rassure, hein, parce que quand on Oui, annonce oui, oui. 200 pages, 300 pages, je pense que ça fait fuir plutôt que ça motive. Et alors, j'avais encore une deuxième précision que je voulais te demander. Quand tu dis on a défini 200 pages dans ce cas-ci pour cette menuiserie, quand On tu était dis à 180 dans celui-ci. ouais, quand tu dis on définit, en fait, on repart finalement de l'offre de service et pas l'inverse. On ne définit pas, on ne fait pas une étude de mots-clés pour définir ce que le menuisier va produire. On part de ce que le menuisier produit, c'est quoi? C'est son offre de service, ses spécialisations, et puis sur base de ça, on choisit les bons mots-clés. Voilà, en fait, ici, dans ce cas précis, quand ils m'ont demandé de faire une offre, parce que c'est quelqu'un qui ne voulait absolument pas s'occuper de son SEO ni de rien, parce que même les photos, on a dû aller les faire pour lui, il m'a dit, prévois-moi une stratégie. Voilà tout ce que je fais. Donc, il m'a donné une liste des 50 derniers clients. Sur base des 50 derniers clients, j'ai pu identifier tout ce qu'il avait fait. Il y a des choses que je sais qu'il ne faisait pas, mais je les ai enlevées. Il y a des choses qu'il faisait, mais dont il n'était même plus conscient, parce qu'à force de travailler, on oublie parfois ce qu'on fait. J'ai fait une analyse des mots-clés via certains outils. J'ai trouvé peut-être 300-400 mots-clés de thématiques, hein, j'entends, hein, potentiels. On en a éliminé pratiquement trois quarts. Et sur le quart restant, on a défini une stratégie éditoriale. Sur base de ça, on a créé une arborescence. Et c'est sur cette arborescence, qui va beaucoup plus loin, hein, parce qu'il y avait beaucoup plus de secteurs d'activité, c'est sur base de cette arborescence qu'on a préparé le site Internet et que j'ai pu lui faire aussi une offre concrète indépendamment de la création de site, mais une offre de tout ce qui est rédaction, insertion de contenu, nombre d'images, etc. Parce que s'il y a 2 pages ou 50 pages, pour moi, la rédaction et tout le développement derrière, ben, il est différent, évidemment. Oui, bien sûr. Alors, avant de te laisser poursuivre, hein, je te relais une question qui est posée dans le chat où on demande qu'est-ce qu'on appelle une page? Est-ce que c'est l'équivalent d'une page A4 en mode paysage? Donc là, c'est peut-être important de préciser c'est quoi une page au niveau web et préciser que ça n'a rien à voir finalement avec une page format papier. Effectivement. Donc, en fait, une page web, je vais reprendre ici, on est sur une page, voilà, je clique sur une page, c'est une page de blog, voilà, c'est sur mon site internet. Dans cette page, j'ai plusieurs onglets. En réalité, c'est une petite astuce, un petit truc technique pour que les gens restent au même endroit et que ce ne soit pas une longue tirade, une page extrêmement longue qui fasse 50 km. Donc là, c'est une technique. Ceci est une page. Mais ceci est une page. Ceci est une page. Donc chaque fois qu'il y a une page, quelle que soit la longueur, ça reste une page. Donc, une page pour le web, c'est une URL en fait. Voilà, c'est ce que j'allais dire. C'est une façon très simple. C'est une URL égale une page, peu importe la longueur finalement. Exactement. Et dans certains cas, il sera plus intéressant de scinder une page en deux que de faire une page de 50 km. Et Alors par que rapport à dans ça, d'autres cas, on va la rassembler pour ne pas faire 4 pages qui disent la même chose.
Ouais, et c'est une question qu'on pose souvent, c'est est-ce qu'il y a une longueur type en termes de nombre de mots pour une page? Est-ce que c'est 300 mots, c'est 1000 mots, c'est plus? C'est quoi ta recommandation sur le sujet? Alors, ma recommandation, c'est du cas par cas. Tout simplement parce que grâce à certains outils auxquels j'ai accès, je sais voir quels sont les concurrents et combien de mots ils ont utilisés pour être dans les premières positions. Donc, moi, ce que je fais, je me base toujours sur la concurrence. Imaginons que je fasse un texte pour, je sais pas moi, navette aéroport. Ben, pour ce client-là, j'ai remarqué, en tapant navette aéroport Liège-Bruxelles, puisque c'est dans ce cadre-là, on s'est aperçu que toutes les personnes qui étaient dans le top 10 avaient entre 800 et 1300 mots sur leur page. Et Donc, donc, du coup, il faut faire il faut plus. être, non, il faut être dans cette tape-là. Dans Par cette- contre, ils avaient fait, certains en tout cas avaient fait quelques petites erreurs, une surabondance de mots-clés, donc ça c'est du keyword stuffing, c'est pas très très bon, et d'autres avaient beaucoup de textes, mais mal organisé au niveau ergonomique. Le call to action n'était pas bien mis. Donc, ils avaient peut-être beaucoup de visites, mais les gens, pour trouver le formulaire de contact ou le bouton call to action pour téléphoner, n'étaient pas bien placés. Donc, stratégiquement, je vais me baser aussi sur les concurrents pour que mon client soit mieux perçu. On va également aller analyser leur backlink, parce que s'ils sont dans les premiers, il y a du contexte de contenu, mais il y a surtout qu'ils ont beaucoup de backlink. Donc, on va aller analyser leur backlink et c'est éventuellement d'aller piocher dans leur backlink pour en faire pour nous et ou acheter des backlinks sur des plateformes ou sur des sites auxquels ils ont fait appel. Je reviendrai dessus tout à l'heure. Ouais. Et alors, une question, hein, avant de te laisser poursuivre, Vas-y, hein, vas-y, vas-y. on les traite à la volée. C'est Anne qui pose la question, est-ce que finalement WordPress, c'est une bonne technologie de site pour le référencement? Parce qu'elle, elle a souvent entendu dire pardon, que Shopify était plus facile. Ah non, 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 Alors, pour référencer. Non, WordPress est meilleur que Shopify au niveau SEO. C'était d'ailleurs un des grands arguments, ou une des raisons principales qui a fait le succès de WordPress, hein. Oui, oui. En fait, WordPress, bon, moi je suis pas un fan de WordPress pour d'autres raisons, mais là on accompagne plusieurs clients pour le moment en mode en WordPress. Je suis assez étonné des résultats au niveau SEO parce qu'il y a plein de fonctionnalités. Le problème de WordPress, comme c'est un système communautaire, il y a des milliers de personnes qui développent des outils. Et parfois, même souvent, certains de ces outils, ces plugins, rentrent en conflit. Et donc là, ça donne des failles de sécurité, ça donne des bugs. Récemment, donc vendredi, il y a un client, il a mis à jour deux de ses plugins, tout le site avait sauté. Donc ça, c'est ce qui, moi, me dérange un peu dans WordPress. Mais à côté de ça, au niveau SEO, ça peut être très pointu si on sait maîtriser avec les bons outils, parce qu'il y a la performance serveur, il y a plein de petits outils derrière qui ne sont pas souvent peu connus par les gens lambda qui font leur site eux-mêmes, mais par les professionnels, en tout cas, c'est maîtrisé. C'est un très bon outil. Et alors, on me pose la question, et Wix dans tout ça, et je te jure qu'après, je te laisse poursuivre, Jean. Euh, alors, sur l'échelle, si je disais WordPress, Shopify, ben Wix, il serait vraiment assez bas. Ok. Je n'ai, à ma connaissance, je n'ai jamais vu un site Wix dans les premiers résultats de Google. Mais c'est pas fait Sur tous pour les ça, en autres, fait, il faut le dire. exactement, c'est pas fait pour C'est pas ça. fait pour être référencé, un site Wix. Voilà. Ouais, ouais. En fait, il y a plein de petites solutions comme ça qui sont extrêmement sympas parce que, et je suis pour, ça permet aux entreprises d'avoir d'avoir un pied dans la course au web. Ils vont se faire un petit site, ils vont apprendre à gérer leurs photos, à structurer leur contenu, etc. C'est très bien et ils peuvent faire un peu de pub, peuvent partager sur Facebook, LinkedIn. On va amener les gens dans leur site et le site va faire le job. Mais par contre, ce n'est pas un site qui est fait pour aller sur le web pour aller faire du SEO. Toujours dans mes images, un site Wix, on peut faire une jolie petite Ferrari avec. Mais le SEO, c'est faire le Paris-Dakar. On ne va pas avec une Ferrari au Paris-Dakar. C'est là la grosse différence. On peut faire de très jolies choses. Ces sites seront vus sur le web, mais pas via le web. Ok, c'est très clair. Voilà, je te laisse poursuivre, hein. Je ne t'interromps plus avant quelques Deux instants. minutes. Vas-y. Voilà. Alors, dans les optimisations title et métadescription, c'est ce que je vais vous montrer tout à l'heure. La balise title, c'est cette petite phrase bleue que l'on voit tout en haut des résultats. Et la métadescription, c'est la phrase qui est censée inciter les gens à cliquer. Or là, pour la même requête,
On voit que le ministère de la Justice française, il ne cherche pas beaucoup du SEO, documents sans nom, alors qu'en Belgique, égalité des genres et des droits. Donc là, la première bonne impression, elle est faite de ce côté-ci, puisque on dit aux gens, voilà ce que vous cherchez, et on va vous donner les éléments auxquels vous vous attendiez. Donc la balise title et description, c'est le cappuccino, c'est la crème pour dire, avant d'entrer dans mon site, je te dis pourquoi tu vas venir chez moi. La balise title, ici, la balise title, est censée comprendre le mot-clé de la page pour dire à Google, voilà ce que tu vas trouver dans ma page. La balise description, c'est purement destiné aux internautes. Voilà pourquoi vous devez cliquer, voilà pourquoi vous devez cliquer et visiter ma page. La balise description n'est plus prise en compte par Google. D'ailleurs, si elle est mal faite, Google va aller mettre n'importe quoi dans cette balise. Il va piocher dans votre page et il va remonter des éléments qu'il trouvera. C'est le cas également quand on n'a pas de métadescription. J'ai une petite anecdote à ce niveau-là. Une société qui était dans l'informatique il y a quelques années m'avait demandé de faire un audit de son site parce qu'il n'avait pas de visiteurs. En fait, il proposait à ses clients de télécharger TeamViewer pour prendre la main à distance sur le PC. Et juste avant le texte télécharger TeamViewer, il avait mis la petite remarque, vous téléchargez ce site à vos risques et périls et nous ne sommes pas responsables, blabla. Comme il n'avait pas de balise description, quand les gens tapaient son nom, le nom de son entreprise, la première phrase qu'ils voyaient, c'est « Vous téléchargez ce site à vos risques et périls, nous ne sommes pas responsables ». Ils s'étonnaient de n'avoir aucune visite. Donc, il est vraiment important de bien optimiser les titres et les descriptions de chaque page. Alors, dans les titres, on va pouvoir utiliser certains types de titres, mais qui vont quand même comprendre des mots-clés. Donc là, par exemple, conférence sur le référencement de site. Bon, là, on va être dans l'informatif. Il y a l'interrogatif, le sensationnel. Wow, première conférence WSI Luxembourg sur l'optimisation de site. Donc là, on va pouvoir utiliser différentes formes de titres qui vont jouer sur… Ah, c'est embêtant, ce truc-là qui bouge tout le temps. Voilà, différents titres qui vont donner des accroches différentes suivant ce que l'on veut proposer aux internautes. Il faut savoir que depuis maintenant 3 ans, Google fait attention à ce qu'on appelle les intentions de recherche des internautes. Une intention de recherche, ça peut être commercial, on cherche à acheter, informationnel, je cherche juste de la documentation. Ça peut être aussi dans le sens de se parcourir le web. Là, on n'est pas vraiment dans le côté j'achète, mais je veux en savoir plus sur des méthodes. Et c'est souvent avec les mots comme, comment, quel, etc. On essaye d'avoir des réponses à des questions que les gens se posent. Donc là, il faudra essayer de les capter via ces fameux titres qui sont accrocheurs. Pour les balises, dans une page, là je reviens à ce que je disais tout à l'heure avec les balises de type H1, H2, H3, donc les titres, sous-titres, etc. Mais là, on va partir d'un titre qui va parler de sites, puis alors on va parler d'agences web, les différents types, les sites vitrines pour résidence-service, et puis le devis. Donc en fait, on va mettre dans les titres différents mots-clés qui tournent toujours autour de la création de site pour que la page soit bien optimisée là, et on va avancer vers le call to action qui sera le mot-clé le plus important pour demander un devis. Chose importante aussi à faire dans la rédaction, c'est utiliser des facilitateurs de lecture. Ça veut dire des paragraphes relativement espacés, des titres, des listes à puces, des listes numérotées, éviter les phrases qui durent 2 km. Les gens, ils sont très, très vite asphyxiés. Et utiliser de temps en temps du gras ou de l'italique. Si tous les mots-clés sont en gras, ou si beaucoup de mots sont en gras, ça veut dire que tout le monde est premier. Et si tout le monde est premier, c'est qu'il n'y a pas de premier. Donc là, il faut aussi surveiller le contenu de ces pages. Les images sont très souvent ignorées. J'ai encore fait un audit ce matin. La dame s'étonnait de ne pas avoir de visite sur son site. 26 mégas la page d'accueil, tout simplement parce qu'elle avait 8 images qui étaient ultra lourdes. Ou alors, on voit aussi des images dont le nom ne veut rien dire, où il n'y a pas de balise alt. La balise alt, c'est la balise de remplacement d'une image. Si elle n'est pas bien affichée par le navigateur va afficher le nom. Mais c'est surtout là-dedans que les moteurs de recherche vont identifier le contenu de l'image.
pour, par exemple, les malvoyants. Donc, ce sont des choses qui vont jouer dans le poids de référencement de vos images dans Google. Comme on a vu tout à l'heure, les vidéos, etc., on voit les images apparaître dans les premiers résultats de Google. À noter aussi que le contexte autour des images joue beaucoup. Si vous avez un titre H1, un paragraphe, un deuxième paragraphe, un troisième paragraphe, et puis l'image, votre image aura moins de pas que si elle avait été tout en haut à côté de la balise H1. Ça peut aussi influencer le référencement de vos images. Le maillage interne, donc c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, ce sont des liens qui vont aller d'une page vers une autre page, mais dans le contenu de votre texte, donc pas depuis le menu, ni depuis le footer, puisque Google est capable de voir que ces liens sont présents dans toutes les pages. Donc là, ce sont des liens que l'on va mettre sur des mots-clés ou des locutions. Donc, si possible, choisir des mots de 2, 3 ou 4, enfin des locutions de 2, 3, 4 mots. On peut de temps en temps faire cliquer ici, hein, ça devient assez rare. On ne peut pas suroptimiser tous les liens. Il faut bien choisir les pages cibles parce qu'il faut savoir que si vous démultipliez les mots-clés ou les locutions qui vont pointer vers une page bien précise et que cette page comprend ces fameux mots-clés dans le texte, cette page va être beaucoup mieux optimisée pour les différents mots-clés que vous aurez mis dans plusieurs pages. C'est un peu complexe, mais ça permet de bien comprendre. L'emplacement des liens va jouer aussi. Si vous avez des pages avec 200 liens dedans et vous allez diluer votre link juice, donc le jus de liens que vous allez partager aux autres pages, et vous risquez de perdre la qualité. C'est la page distante, évidemment, qui va perdre en qualité d'optimisation. Les balises title, c'est quand on glisse avec la souris, on voit une petite main bien souvent et une petite phrase qui dit « En cliquant ici, vous allez découvrir ça ». C'est une incitation au clic. Ça rentre aussi dans les critères que Google prend en main pour améliorer le référencement de votre site. Alors, target self, target blank, c'est quand on clique sur un lien, tant que vous êtes dans votre site, si vous faites déplacer les gens dans votre site, vous restez en target self. Ça veut dire que la page s'ouvre, mais dans le même onglet du navigateur. Que vous soyez dans Chrome, Firefox ou autre, vous restez sur le même site. Si vous envoyez les gens vers un site externe, on va faire un target blank, ça veut dire ouvrir dans un nouvel onglet. Pourquoi? Tout simplement parce qu'en faisant un target blank, quand les gens vont refermer cet onglet, ils reviennent chez vous. Si vous aviez fait un target self pour aller chez quelqu'un d'autre, s'ils ferment l'onglet, ils ne reviennent pas chez vous, vous avez perdu le visiteur. Au niveau de l'arborescence, on va travailler en silo. Donc là, on va travailler toutes les pages une en dessous de l'autre, ou alors, comme je l'ai expliqué, et c'est maintenant la norme, hein, en cocon sémantique, on va créer des pages avec elles-mêmes qui auraient des sous-pages, etc. Donc, on va plutôt aller vers la largeur et la profondeur plutôt que d'aller vers une seule page tout en profondeur. Mais là, ce sont des techniques plus avancées au niveau SEO. Les erreurs à éviter. Donc ça, c'est vraiment la base de ce que je viens de vous expliquer. Éviter les doublons. Les doublons, il n'est pas possible, enfin, il n'est pas recommandé que 2 pages indiquent à Google, dans cette page-ci, tu vas trouver ça. Et c'est la même chose pour mes 2 pages, pour mes 3 pages, pour mes 4 pages. Donc là, il faut toujours essayer que le titre de la page, la description de la page soit différente pour chaque page. Au besoin, faites-vous aider. Hein. ChatGPT, ça va très bien. On peut lui préparer des prompts et il fait ça très, très, très bien. Et il faut, si possible, éviter que la balise title, donc celle qui est envoyée chez Google pour montrer aux internautes, soit la même que la balise H1 qui est le titre de votre page. Ça doit être logiquement des termes différents, légèrement différents, hein, même 2-3 lettres différentes ou un petit mot en plus, du moment qu'il y a une certaine différence. Éviter l'abus de H. Donc là, je vois de temps en temps des pages où on a mis des titres, sous-titres, sous-sous-titres, voire des paragraphes en titre. C'est pas une bonne manière d'utiliser les H et éviter d'utiliser les H pour le design. Ça, c'est plus pour la création de site. On a défini qu'un titre devait être en gras, en taille 18, en bleu, etc. Et du coup, on va utiliser ces balises pour du design, alors que Google ne les reconnaît plus pour le design, il les reconnaît pour leur contenu et les mots-clés qu'ils vont mettre dedans.
Ouais. Juste peut-être rappeler hein, pour ceux, ceux qui ne sont pas experts en SEO que H, c'est la première lettre de headings en anglais. En fait, on parle des Heading, titres. en C'est les tête. titres et les intertitres dont Jean a parlé dans les slides précédentes. Voilà, c'est ça, Mhm. Léa. Ouais, ouais. Alors, à savoir que l'on voit très souvent des balises vides, donc des balises H, mais qui sont vides, tout simplement parce qu'on a mis un titre, on a fait un Enter, puis on est passé à la ligne et on a oublié d'enlever le H sur cet espace. Ce sont des erreurs en général assez basiques qui sont facilement modifiables. Les encores texte, c'est les encres de lien, c'est là-dessus qu'on met un lien vers une autre page. Donc les encores texte, c'est le mot-clé en fait. Et là, les mots-clés creux, c'est en savoir plus, cliquer ici, de ce genre de termes qui n'ont pas de mots-clés réels pour amener vers une page qui, elle, sera optimisée pour ce mot-clé. Les liens cassés, ça c'est très fréquent. Et là, je recommande d'aller vraiment vérifier. Vous avez fait un lien vers une page interne de votre site ou vers une page externe, vers un partenaire, vers un blog qui confortait votre message. Et ce lien, à un moment donné, est cassé. Pourquoi? Parce que peut-être le site a disparu, donc le site vers lequel vous avez lié, ou ils ont changé, ou chez vous, vous avez supprimé la page vers laquelle était pointé ce lien. Mais le lien, lui, est resté dans la page, dans votre page d'origine. Et donc, il pointe vers une page qui n'existe plus. Vous allez envoyer une erreur 404. Et donc, là, pour Google, ça veut dire que le site est mal développé. Donc là, vaut mieux essayer de recadrer ces liens cassés. La page vers laquelle était pointé ce lien. Voilà. Alors, j'ai un retour. Je ne sais pas ce que c'est. Il y a un micro qui est sûrement ouvert. C'est Les moi, URL trop ça vient de longues, voilà. Les URL trop longues, on voit assez fréquemment, malheureusement, avec des sous-répertoires ou des titres à rallonge dans des répertoires à rallonge. Et pour finir, l'URL, donc l'adresse de la page, à 50, 100, 200, 300 caractères, ce qui est quand même un peu long. Google préfère les URL un peu plus courtes. Au niveau des images, j'en ai parlé tout à l'heure, donc les images trop lourdes, mal nommées. Alors, quand on dit trop lourdes, en général, il faut essayer d'éviter des images qui fassent plus que 500 kilooctets. On voit très souvent, on prend une photo avec son GSM, ça fait 6 mégas, on l'envoie sur le serveur. Il y a une optimisation, entre autres dans WordPress, il va la formater pour qu'elle ait l'air plus légère et pour qu'elle soit plus rapide, mais en réalité, la taille bien souvent reste la même. Donc là, ça peut être aussi un frein. Mal nommé, photo XY22 JPG, s'il n'y a pas de mots-clés dedans. Les fausses vignettes, donc là, c'est quand on a des images qui paraissent toutes petites et en réalité, c'est la grande qui se trouve derrière, mais qui a été rétrécie virtuellement par le site Internet. Mais elle garde le poids de la grosse. Et donc, il faut, si vous avez utilisé des vignettes, ben, il faut que ce soit une vignette qui soit affichée. Euh, des images désindexées, ça c'est plus, vous avez un catalogue d'un fournisseur. Euh, Bien souvent, on prend les images, voire les textes, c'est encore plus embêtant, on voit les images des fournisseurs et on les met en ligne. Pourquoi Google vous mettrait devant alors que ces images existent déjà dans sa base de données? Et là, il y a des petites astuces pour adapter ça. On peut par exemple retourner l'image. Il n'y a pas de nom dedans, on peut retourner l'image. On peut changer légèrement les couleurs, on peut la recadrer, on peut lui mettre un filigrane, on peut la rétrécir. Dès qu'on va modifier certains éléments de l'image, ça devient une nouvelle image pour Google. Donc, elle pourra améliorer sa visibilité. Attention aux images décoratives, il en faut dans les sites internet, mais très souvent, ces images n'ont pas de nom ou pas de balise alt. C'est censé aussi indiquer au moteur que ce sont des images décoratives, mais elles ont quand même elles doivent avoir un nom. Le dupliqué de contenu, ce sont des textes, il y a beaucoup de rumeurs là-dessus, ce sont des textes qui existent déjà sur le web. Alors, rassurez-vous, si vous allez piquer un texte chez un concurrent ou chez un fournisseur, vous le mettez sur votre site, vous n'allez pas être pénalisé, blacklisté. C'est faux. La seule chose, c'est que vous n'allez pas être priorisé. Donc, c'est comme le texte existe déjà dans la base de données de Google, ben, il va afficher l'autre site, celui chez qui vous avez été puiser votre contenu. Donc, à part
si vous n'avez pas vraiment besoin de référencement et que vos visiteurs viennent parce que vous avez donné votre carte de visite ou vous avez partagé sur Facebook, il n'y aura pas d'impact. C'est vraiment le dupliquer, c'est plus quand on veut améliorer son référencement, on essaie de faire du contenu original. Et alors, les phrases et paragraphes trop longs, j'en ai parlé tout à l'heure, donc essayez de bien aérer le contenu. Alors maintenant, on va passer à la notoriété. Je vous ai dit tout à l'heure, avoir le plus beau site du monde avec les meilleurs textes, ben, c'est bien, mais ça ne va pas améliorer votre référencement sur des mots-clés vraiment précis. Donc, dans les liens backlinks, on va pouvoir faire des liens sur des blogs, sur des forums. On peut éventuellement acheter des liens. Donc, Google n'aime pas trop, mais ça se fait de plus en plus. Beaucoup de sociétés essaient de monétiser leur site web pour pouvoir rentrer un petit peu dans leurs frais. Ça peut être aussi des liens chez vos fournisseurs, chez vos partenaires, chez vos clients. C'est un échange de bons procédés. Tout ce qui va amener des liens vers votre site vous aidera au niveau positionnement. Je ne parle pas au niveau référencement, je parle au niveau positionnement. Mais là où on va faire la différence, c'est quand on va rédiger des articles invités. Un article invité, c'est un article que vous allez rédiger pour une autre société, pour un magazine, pour un blog, etc., dans lequel vous allez mettre un lien vers votre page. Donc ces articles, en grosse généralité, c'est vous qui les rédigez, mais dans certains gros médias, c'est eux qui les rédigent pour garder leur ligne éditoriale. Ces articles vont apporter de la visibilité au site distant, donc, parce que lui, ça va générer des mots-clés et donc des visites, mais ça va vous apporter de la notoriété. Donc, c'est un lien backlink supplémentaire. Et dans, pardon, et dans ces articles invités, s'ils sont bien construits et que le site a de la visibilité, vous pourriez même y trouver des visiteurs, des gens qui vont venir de cet article vers votre site. Et dans ce cas-là, ça va ajouter aux algorithmes de Google des critères de qualité de votre site, puisque les gens vont venir chez vous, vont visiter plusieurs pages, vont rester plus longtemps sur votre site, vont vous contacter. Donc, ce sont tous des critères qui jouent en votre faveur. Dans les articles invités, on va principalement exploiter la force des concurrents. Ça, c'est mon dada. Si vous avez un concurrent, via certains outils, je sais aller voir tous leurs backlinks, je sais aller voir comment ils ont rédigé leurs backlinks, quelle est la puissance du site sur lequel ils l'ont mis, quel est le mot-clé à utiliser. Enfin bref, on sait voir beaucoup, beaucoup de choses. Je vais vous le montrer après. Et c'est là-dedans qu'on va aller piocher pour proposer au site distant, est-ce que vous voulez bien que je publie un article sur votre site ou est-ce que vous pouvez rédiger un article comme vous l'avez fait pour telle ou telle personne. Alors, dans les articles invités, on va analyser, par exemple, dans ce ci, on voit que c'est un site qui a quand même 500 000 visiteurs par mois. Il a plus de 130 000 mots-clés indexés dans Google et positionnés dans le top 100. Il a toute une évolution de trafic ces derniers mois. Donc, on va aller analyser son trafic. On va également analyser son référencement à lui, donc ses backlinks à lui. Donc, le site sur lequel on va publier un article, on va essayer de voir est-ce que ce site-là a vraiment aussi une grosse notoriété qui pourrait m'aider à, moi, acquérir la notoriété. Et donc là, on voit que le site tel que je l'ai audité ici, il y a 6700 sites qui pointent vers lui. Il y a 6700 sites qui pointent vers chez lui, dont 207 nouveaux depuis les 3 derniers mois. Il a 1 million de backlinks qui pointent vers chez lui, dont 41 éducationnels, donc ce sont les fameux sites .edu, et il a 3 liens qui viennent d'un .gov, donc probablement une loi qui est sortie et il a été pris en exemple dans un site gouvernemental. Ceci va renforcer la force du lien qui pointera vers chez vous. Autre élément à vérifier, c'est est-ce que ce site a beaucoup de pages indexées dans Google et surtout, est-ce qu'il publie fréquemment des pages? Eh bien, là, on voit qu'il a 113 000 pages indexées, c'est un gros site évidemment, et que dans Google News, il en a 269, c'est bon à savoir. On peut voir aussi que tous les mois, il a autant de visiteurs et que dans un autre slide, je ne sais pas si je l'ai mis celui-là, non, je ne l'avais pas mis, et qu'il utilise X centaines de pages nouvelles tous les X temps. Donc, on voit ici, par exemple, que ce client-là a eu
c'est vraiment embêtant cette souris, que ce client-là, j'y arrive, a fait une augmentation énorme sur les 3 derniers mois. Donc là, il a pratiquement doublé son volume, très probablement parce qu'il a augmenté ses qualités de backlink, probablement parce qu'il a augmenté son nombre de pages, etc. Après, une des questions que l'on me pose souvent, c'est combien ça coûte d'avoir des backlinks. Et donc, pour des backlinks, par exemple, on a des petits sites comme Stratégie Site SEO, c'est un petit site que j'ai fait pour aider les rédacteurs web. Là, ça coûte 140 euros, c'est pas cher. E-marketing, on est déjà à 1500 euros si c'est eux qui rédigent. L.fr, on est à 14 000 euros pour avoir un article où là, on a de la visibilité. Et Vogue, on est à 20 000 euros pour avoir un article avec un lien qui pointe vers chez vous. Mais là, Vogue, c'est 10 millions de visiteurs par mois. Donc là, on est quasi certain d'avoir des visiteurs en plus. Donc là, quand on veut se nicher sur certains domaines où il y a de la grosse concurrence, on doit utiliser ce genre de technique. Et concrètement, Jean, par rapport à la cible du solopreneur ou de l'entrepreneur de TPE-PME, clairement, les budgets que tu annonces, en tout cas les derniers que tu as annoncés, ils sont hors de prix, quoi. Je veux dire, je Oui, ils connais sont pas infaisables, hein. Même moi, je ne saurais qui peuvent pas. se J'ai permettre aucun ça. Donc, client. c'est quoi l'approche, c'est quoi la bonne approche à avoir si on a une petite TPE-PME et qu'on a un budget marketing de quelques milliers d'euros pour gérer l'ensemble de sa stratégie? On renonce aux backlinks ou comment est-ce qu'on Non, peut gérer le backlinks en fait? non, non. En aucun cas renoncer au backlink. Il existe tout un ensemble de plateformes qui permettent d'avoir des backlinks. Ce qu'il faut faire, c'est vraiment identifier les backlinks et les analyser. Parce que acheter un backlink parce qu'il n'est pas cher, mais si c'est un backlink qui peut être, comment dirais-je, nocif à votre référencement, vaut mieux ne pas l'acheter. Donc parfois, utiliser les bons outils pour savoir si le backlink qu'on vous propose à 50 euros, à 100 euros, est-ce qu'il est toxique ou pas, c'est parfois plus rentable d'acheter 1 à 200 euros où on est sûr que c'est rentable. Il faut savoir qu'une campagne de backlink, ça doit se faire au minimum pendant 6 mois. Si vous faites 3 backlinks aujourd'hui, vous ne faites rien pendant 3 mois, ça vous aura servi à rien. Il faut une certaine constante. Ce sont des campagnes un peu comme des AdWords, c'est des constantes qu'on doit faire ça sur plusieurs mois pour vraiment avoir des résultats efficaces. J'ai ici, par exemple, je viens de faire un test, par exemple, sur meilleurs soins du visage. Bon, là, c'est assez concurrentiel. On s'aperçoit, par exemple, que euh, pour être présent là-dedans, les concurrents, ils ont fait des liens sur ce genre de site. Et là, par exemple, c'était le fameux Vogue où on disait que les prix étaient extrêmement importants. Moi, via mes outils, je sais analyser quel site va me coûter le plus cher, quels sont les montants pour être à certains endroits. Dans certains cas, il y a le relais sur la newsletter. J'en ai vu un tout à l'heure pour un autre client. Ça était 2 000 euros pour être dans la newsletter. La société avait, je crois, une histoire de 230 000 abonnés à sa newsletter. Donc, tout ça va influencer évidemment les backlinks. Vaut mieux prendre, et c'est ce que je recommande à mes clients, 3, 4 backlinks tous les mois à 100, 150 euros et de temps en temps faire un à 500, voire un à 1000. Parce que là, on va avoir un beau backlink, mais on va avoir surtout des visiteurs. Et ça reste plus naturel. Je n'ai aucun client à qui je vais proposer ne prenez que des premiums. Les premiums, ça commence à 2000 euros. Donc là, ou à 1500 euros. Il n'y a personne qui a un budget aussi important, à part des grosses marques. Mais moi, je ne travaille qu'avec des petits indépendants, de toute façon, ou des TPE. Donc, ce serait difficile à valoriser, parce que budgétairement, c'est un coût. Et surtout que c'est un coût qui ne sera rentabilisé que dans 3 mois, 6 mois, 1 an. Donc, ce serait un gros investissement. Ça marche très bien, mais c'est lourd en tant qu'investissement. Donc, si on jongle avec des petits moyens liens et de temps en temps un beau gros backlink, à ce moment-là, ça vaut la peine. Très bien. C'est beaucoup en peu de temps, hein. Oui, ben, en fait, le SEO, c'est le sujet compliqué. On peut même dire que c'est la bête noire dans une stratégie marketing digital, en fait. Mm-hmm. Pourquoi? Parce qu'il y a énormément de choses à faire, parce que c'est très technique. C'est un métier, ça touche au webmastering, ça touche au copywriting, ça touche au marketing, et à la connaissance de ce qui intéresse les clients, des besoins, etc. Donc c'est vraiment, c'est un sujet
c'est un peu la bête noire, hein, tant pour les marketeurs que pour les entreprises, parce que voilà. Et en plus, ça met du temps à délivrer des résultats, contrairement à d'autres Ouais. techniques, et notamment le référencement payant. Par contre, on le sait, c'est que ça reste une étape et une case obligée dans la mise en place d'une stratégie de croissance pérenne sur le long terme, parce que voilà, une fois que les résultats commencent à arriver, ben, c'est des résultats qui donnent du résultat et qui ont une stabilité dans le temps. Sont pérennes. Autant qu'on continue les efforts, bien évidemment. Ouais, ouais, Mais ils sont pérennes. voilà, contrairement à d'autres techniques qui sont plus rapides, mais dès qu'on n'a plus de budget ou qu'on ne met plus de budget Mhm. dans Google Ads, ben, on a zéro visibilité en fait. Donc, Et surtout, comment je vais dire, il fut un temps, quand on savait un petit peu comment fonctionnait Google Ads, puisque moi j'étais le premier belge à créer Google, donc je le connais un petit peu, on utilisait les sites de contenu. Et du coup, on faisait des backlinks via les annonces AdSense qui étaient publiées dans des sites de contenu. Mais Google n'en tient plus compte. Donc les Google AdSense, Google Ads maintenant, ne génèrent plus de backlinks, donc ils n'apportent plus rien au niveau SEO. On arrête le SEA, donc l'achat de liens sponsorisés par Google, on n'a plus aucune visite. Si on n'a pas pensé à du SEO, donc à du référencement naturel, on revient à la case zéro. ouais. Et maintenant, dans toutes les bonnes pratiques que tu as listées, je pense qu'il faut aussi rassurer un petit peu l'entrepreneur qui nous écoute en disant que il faut commencer simple. Toi, tu as montré la vue globale de hein, l'approche Oui, complète oui. et qualitative sur tous les aspects. Maintenant, il faut être pragmatique. Quand vous démarrez, ben, le but c'est de démarrer avec un site ben, le plus simple possible et je pense que déjà, le premier conseil qu'on peut donner, c'est de penser d'abord à la qualité et la pertinence des contenus par rapport à votre audience. Ça, c'est la Oui. première étape. Et puis après, voyez comment vous devez correctement paramétrer ces contenus-là pour que ben, Google les comprenne bien et leur donner Mhm. le plus grande chance de visibilité. Et puis voilà, y aller step by step. Et je pense que s'il y a bien une technique, en tous les cas, qui mérite si pas d'être sous-traité, en tout cas d'être accompagné par un freelance, un consultant, une agence, peu importe, c'est le référencement naturel parce que je pense que c'est la technique de marketing digital la plus complexe euh, Mhm. à appréhender et à mettre en place. En fait. Pour le petit exemple, il y a 4 ans, je pense, j'ai une société qui est venue me voir. Ils avaient un petit site dans le domaine des annonces animalières. Ils tournaient entre 30 et 50 visiteurs par jour. C'est quelqu'un que je connaissais déjà depuis bien longtemps. Il me dit, Jean, est-ce que tu peux m'aider? Blablabla. On lui a fait un site internet et je l'ai formé à utiliser les bonnes techniques de Google. Ce gars a travaillé, mais comme un forcené, ça lui a pas coûté grand-chose puisqu'il a fait tout lui-même avec sa femme et quelques rédacteurs, mais qui sont venus en freelance parce qu'ils adoraient comment je veux dire, le domaine animalier. Maintenant, il a 2000 visiteurs par jour. Il ne dépense plus d'argent en publicité et c'est les publicitaires qui lui demandent maintenant, est-ce que je peux faire une pub sur ton site? Ouais. C'est Donc c'est un simplement qu'il a bien investissement. compris. Ouais. Le Oui, message que oui, tu oui, veux oui. faire passer par là, c'est que c'est un investissement en temps ou en Exactement. argent si on le délègue, mais c'est un investissement rentable si c'est bien fait, en fait. Ouais, ouais. Ouais, tout à Et fait. pour les petits indépendants, très franchement, avec quelques bons outils, avec quelques bonnes formations, ils savent le faire. Très, très franchement, il ne faut pas s'appeler Einstein pour comprendre ça. C'est de la base, c'est de la réflexion, c'est un petit peu de temps parce qu'il faut rédiger, il faut analyser, il faut prendre un peu de recul. Si on n'a pas beaucoup de temps, on risque de ne pas le faire correctement. Mais si on a un petit peu de temps à tuer parce qu'on n'a pas de clients, franchement, c'est plus que jouable. Investissez-le, ouais, il faut l'investir là-dedans, quoi. Ouais, bien sûr. Bien, mais on arrive tout doucement, pardon, à l'heure de fin de la masterclass. Donc, si vous avez Des encore des questions? questions, mais posez-les dans le chat. Là, je suis en train de reparcourir le chat pour voir est-ce que j'ai oublié des questions. Alors oui, il y a une question là qui vient d'être posée à l'instant. Euh, alors, je la comprends pas. La question, c'est quel est le nombre minimum de visites par jour? Bah, il n'y a pas de nombre Il y a minimum, pas- mais par rapport à quoi vous posez cette question-là? En fait, il n'y a pas de visiteur minimum dans le sens où un produit qui est très très peu recherché, parce qu'on ne sait pas inventer les clients, hein, s'il est recherché 50 fois sur Internet, donc ce nombre d'impressions, et que vous avez un mauvais title, une mauvaise métadescription et que personne ne clique pour venir voir dans votre site, vous avez 0 visite. Si vous avez 5 visites, 10 visites sur 50 recherches par mois, c'est déjà un très beau site. Ça veut dire que vous avez répondu aux intérêts
des internautes. Ouais, C'est pas tellement le nombre de visites qui sont qui est important, mais la qualité. J'avais fait il y a quelques années une optimisation d'un site de quelqu'un qui était architecte paysagiste. Il avait 2000 visites par jour. Il n'avait jamais une seule demande. On a refait sa stratégie web. Il est revenu presque en pleurant chez moi. Ah, je n'ai plus que 150 visites par jour. D'accord. Et tu as combien de demandes? Ah, pour le moment, ça cardonne. J'ai pratiquement tous les jours une demande. Mais la différence, elle est là. On a enlevé tous les dessins de baobab, dessins de palmiers qui ne lui apportaient jamais rien, mais sur lesquels il était premier. Et on a amené des clients. C'est la différence. ouais. Donc, c'est pas la quantité de trafic le plus important, Exactement. si je résume et si je te comprends bien, c'est plutôt la qualité de ce trafic. Et puis, Mm-hmm. le plus important, la conversion de ce trafic en lead, en achat sur le link, si c'est d'e-commerce, etc., quoi. J'ai une Ouais. question de Jean, donc une question Oui. de Jean à Jean. Quels sont les outils que vous nous conseillez pour l'analyse concurrentielle des backlinks? Alors moi, je suis un fervent défenseur de SE Ranking qui, en plus de faire une mise à jour, j'ai eu le patron ce matin. C'est un outil qui est d'abord accessible, parce qu'il y en a d'autres qui sont très très bons, mais à 800-900 € par mois, ça devient un peu compliqué pour les TPE. Je travaille principalement avec SE Ranking, avec Doki, qui est un analyseur de concurrence. Donc là, on sait aller voir, c'est pas tellement pour les backlinks, là, c'est plus voir qui sont les concurrents qui sont positionnés sur les mêmes mots-clés et quels sont les mots-clés qu'ils ont utilisés, comment ils ont fait leur texte. Donc, c'est pas vraiment des backlinks, c'est plus de l'analyse concurrentielle. Sinon, je crois que je dois avoir 20 outils différents et c'est du cas par cas. Pour répondre aussi à cette question-là, je conseille d'aller revisionner le replay de la masterclass que tu avais animée en début de cette année. Je pense que c'était dans le courant du fin janvier ou début février, si ma mémoire C'était est en bonne. janvier, ouais. Ouais, et où tu as présenté comme ça différents outils et tu as expliqué quel était l'intérêt de chaque outil pour atteindre ou réaliser telle tâche. Donc, peut-être que ça peut être intéressant Je vais repartager le ce lien. Jean qui a posé la question d'aller visionner la vidéo. Elle est sur la chaîne YouTube, de visionner le replay et vous aurez un complément d'information par rapport aux outils et aux fonctionnalités et à l'utilité de ces différents outils, quoi. Alors, il y a une Mon très cher belle Jean, moi j'ai une question de question Anne là sur Farcy. les. Oui. J'ai une question sur les réseaux. On me demande qu'est-ce que tu utilises, qu'est-ce que tu conseilles comme add-on Google Chrome pour pouvoir scanner un site et voir, tu sais, quand il manque des balises à chaîne ou méta, etc. Voilà. Euh, il y a un petit nouveau qui est. On m'a fait la démo cette semaine, ça s'appelle Tot SEO, qui est franchement pas mal. C'est un petit Comment ça, nouveau. Tot, il est comment ça gratuit en s'appelle? plus. Tot, T-H-O-T. Tot SEO. THOT SEO. Ouais. C'est un add-on Chrome, c'est ça? C'est une extension Chrome, ouais. Sinon, ben, il y a les tout gros, style Rocket Links, etc. Mais si on n'a pas la licence, on n'y aura pas accès. Euh, il y a, il y a Ahref qui a une partie, en partie gratuite, des extensions. Si vous allez sur mon site, je pense que on va repartager, je pense que j'avais fait un article là-dedans qui expliquait, top, meilleur outil SEO. Voilà. Donc ici, normalement, vous avez une liste avec quasi tous les outils, avec chaque fois l'explication, comment ça fonctionne, etc., avec le lien ici, avec les explications, le lien pour y accéder, etc. Il y a les meilleurs outils SEO et alors il y a les meilleures extensions, ça je ne connais plus par cœur. Meilleure Parfait. extension, c'est mieux si je l'écris sans faute. Meilleure extension Chrome. Je ne sais pas si je suis encore indexé dessus, mais normalement, vous devriez trouver, il y en a plein qui ont utilisé les extensions. Je ne le connais plus par cœur. Mais Ah, très logiquement, bien. sur mon site, vous devriez trouver dans les outils, je crois que je dois avoir une centaine d'outils, bien souvent des gratuits, parce que j'essaie surtout de promouvoir les gratuits et les francophones. Parce que c'est pas que je suis contre les Américains, mais si on peut faire vivre les Français, c'est mieux. Enfin, les Français et les Belges. Hein. Ouais. Bien raison. Et j'ai deux questions. Une première que j'ai pas vu passer, qui avait été posée un peu plus tôt dans ta présentation, c'était par rapport pourquoi certains sont en follow et d'autres en unfollow. Voilà. Euh, Alors,
follow, ça veut dire à tous les moteurs, si vous voyez ce lien, vous pouvez le suivre et distribuer mon link juice. Vous pouvez l'indexer et distribuer mon link juice. En nofollow, tu peux le suivre, donc les visiteurs vont pouvoir aller sur le site, mais je ne veux pas que tu partages mon jus de lien. Donc mon trust rank, ma notoriété web, je ne veux pas la partager. Mais de temps en temps, des petits nofollow, ça vaut la peine parce que ça amène des visiteurs qui, eux, vont rentrer dans le cycle, voir plus de pages, voir rester plus longtemps sur le site. Donc, ça reste un critère intéressant pour les moteurs de recherche. Ok, merci pour cette réponse. Et alors, il y a encore une question de, c'est Venam, mais Pour le pour prénom, le l'hébergement. prénom, c'est Benoît, non, je ne sais plus le prénom. Mais il pose une question, mais qui est pas claire pour moi, sur le type d'hébergement. Donc, est-ce que vous nous conseillez sur le type d'hébergement de site à faire un site, un blog, une boutique e-commerce? Vous pouvez préciser la question, peut-être, ou prendre la main pour Oui, la pour poser moi en live? c'est un peu explicite. En fait, il faut savoir que beaucoup d'hébergeurs proposent maintenant des hébergements très bon marché, voire à l'étranger. Mais un hébergement, et justement, je pense que c'est Christophe Vidal qui a encore partagé ce matin sur LinkedIn une vidéo là-dessus. Avoir un hébergement bon marché, ça veut dire que vous êtes dans un hébergement qui est mutualisé peut-être avec 2000, avec 5000 sites. Si dans ces sites, il y en a qui ont beaucoup de visites et beaucoup d'énergie ou qui font des newsletters, ça ralentit l'ensemble du site. Donc, votre site est aussi ralenti. Donc, ce n'est pas obligatoirement un bon choix. Si vous avez un hébergement soi-disant bon marché, mais qui est à Kuala Lumpur ou au Brésil, et au niveau visibilité locale, vous risquez aussi d'être freiné. Suivant le type de site, euh, je vais prendre le cas, il a parlé de e-commerce, Ouais. un PrestaShop, si vous mettez un PrestaShop sur un hébergement bon marché, c'est à peine s'il va tourner. Il n'aura pas assez de puissance. Parce que PrestaShop, c'est un gros e-commerce qui a besoin de pas mal de ressources. Donc, c'est vraiment du cas par cas, suivant le type de site, suivant le nombre de visites. Même chose, si vous avez un site qui a 100 visites par jour ou qui en a 10 000, le serveur ne sera pas le même. Donc, Bien c'est sûr. vraiment du cas par cas. Ouais. Alors, je terminerai par une dernière question qui est posée par Anne, hein, parce que là, on a dépassé un petit peu le temps qui était alloué. Mais Anne qui pose la question suivante, est-ce qu'on peut rédiger ou faire rédiger ces articles de blog par ChatGPT? Alors, avant que tu ne répondes, je dirais, allez voir aussi le replay de la vidéo du mois de début février, la fin janvier, début février, parce que elle est consacrée en grande partie à Exactement. comment optimiser ses contenus SEO avec l'IA. Mais voilà, je Ouais. te laisse répondre sur plus Ben, précis. j'allais rebondir là-dessus parce que j'avais visionné la vidéo. En fait, c'est très explicite et ça dit bien oui, on peut rédiger, mais non, on ne peut pas le prendre et le mettre comme ça. Donc, en fait, tous ces outils IA, ce sont des aides à la rédaction. Ce sont des aides pour rédiger, pour aller plus vite. Mais on ne peut pas le prendre à 100% tel quel est sur son blog. Tout simplement parce qu'il y a des phraséologies qui ne sont pas top top. On va revoir à toutes les phrases en outre, en plus, où il est crucial, il est essentiel. C'est des terminologies qu'on n'utilise pas dans la rédaction web. Les gens vont voir très vite que ça a été fait rédiger par ChatGPT. C'est un manque de respect envers son audience. Donc, l'utiliser, oui, mais ça doit être reformaté, reformulé et adapté. Et il n'y a pas que ChatGPT, hein. Il y a d'autres outils qui sont tout aussi bien. Ouais. Très bien, mais je pense que ce sera le mot de la fin. On va en rester là pour aujourd'hui. En plus, on a traité en tout cas toutes les questions qui étaient posées dans le chat Zoom, sur les réseaux sociaux aussi, je pense. Moi, je vous donne pour ma part, d'abord, je te remercie Jean De pour ton rien. intervention et pour le partage de tous ces conseils. Merci Euh, beaucoup. Ouais, je vous donne rendez-vous et on vous donne rendez-vous avec Olivier la semaine prochaine à la même heure, donc mardi 17h, et on abordera cette fois-ci enfin, un autre sujet, mais tout aussi important, qui est finalement ce qu'on appelle le social selling et comment utiliser LinkedIn dans sa prospection et pour trouver des clients. Donc ça, ce sera la thématique et le sujet de la semaine prochaine qu'on animera Olivier et moi. D'ici là, eh bien, je vous souhaite une belle semaine. Si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à nous les partager sur les réseaux sociaux, par email à Olivier et à moi. Et puis pour le reste, eh bien, je vous souhaite une belle semaine et puis à mardi prochain. Au revoir. Au revoir. Merci à tous.